Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais vous parler de ce qui est très certainement, du moins en ce qui me concerne, l'événement cinématographique de la semaine, à savoir la sortie pour tout le monde en France de La Femme de Tchaïkovski, qui avait été présentée pour les privilégiés au Festival de Cannes il y a quelques mois, le nouveau long métrage du dissident russe Kirill Serebrennikov, qui a eu fort à faire ces dernières années avec le régime Poutine. Le premier opus du monsieur que je découvre enfin sur grand écran, après avoir vu donc chez moi ces dernières semaines Letto et La fièvre de Petrov, auquel j'ai consacré un podcast ce matin afin de dédier cette journée complète sur la chaîne à ce cinéaste qui me fascine pas mal par son travail à la fois narratif et esthétique, mais aussi par les sujets qu'il choisit de traiter, car c'est très versatile, et pourtant à chaque fois il semble capable de mettre sa patte personnelle. Serait-ce une nouvelle fois le cas dans ce drame biographique qui se déroule dans la deuxième partie fin du XIXe siècle, dans l'Empire russe, et dans lequel nous retrouvons au casting Aliona Mikhailova, excellente dans le rôle d'Antonina, l'épouse, donc la femme de ce génie compositeur Piotr Ilyich Tchaïkovski, très bien interprétée aussi par l'américain d'origine russe Odin Biron. Citons aussi la présence de Alexandre Gorchilin, qui était déjà là dans le Letto. Oxymoron est présent aussi, un rappeur, ainsi que Andrei Burkovski, qui vient du théâtre. Parce que Serebrennikov, il aime bien s'entourer de personnalités artistiques, pas forcément venant que du cinéma. Il s'ouvre beaucoup à divers horizons, parce que pour lui, la musique et le théâtre, c'est très important. Et ça se voit encore une fois dans ce film, forcément. Et on va suivre le destin, mais tragique et terrible, de cette dame qui va tomber amoureuse de ce compositeur très célèbre, sauf que ce dernier, il n'aime pas les femmes. Mais il va quand même accepter de l'épouser, parce qu'en retour, il va lui offrir une couverture, à une époque où c'est mal vu, c'est encore mal vu aujourd'hui. C'est pour ça que ce film ne va pas plaire au régime Poutine. J'y reviendrai peut-être après, plus en détail, si j'oublie tant pis. Parce que, oui, il traîne avec beaucoup d'hommes autour de lui, dans son cercle artistique, mais à aucun moment, il peut dire ouvertement qu'il est homosexuel. Donc Tchaïkovski, il épouse une dame, mais il va la délaisser et même l'abandonner. Celle-ci va même essayer de se battre pour le divorce, ou au contraire le reconquérir. Ça va être violent quand même, dans cette descente aux enfers, parce que c'est ça, hein, le film, sur plus de 2h20, qui va aussi jouer avec le temps. Parce que dès la scène d'introduction, on commence par la fin. Les funérailles, et d'emblée, plan séquence qui t'en met plein la vue et qui annonce la couleur. Parce que là, nous avons un film, une nouvelle fois, parfaitement composé, j'ai envie de dire. C'est un virtuose, Serebrennikov. Je parlais de son importance de la musique, mais même à travers son cinéma, il y a quelque chose comme ça qui en sort. Évidemment, on va faire un parallèle avec Letto, qui est un autre biopic musical totalement différent, mais je le rapprocherai plus à La fièvre de Petrov, ce film, que je trouve extraordinaire sur plein de points, qui doit être encore digéré. Là, je fais cette vidéo une petite heure après le visionnage. Il y a une grande force qui sort de là. Sur le plan de la réalisation, c'est extraordinaire. Ce que ça raconte est très fort, et les deux se marient très bien. Parfois, on pourrait dire qu'on est dans le surplus de certains artifices. C'est un peu un gros pompier, hein, Serebrennikov, dans sa mise en scène. Mais pour moi, ça marche. C'est-à-dire qu'il surexpose et il surligne des choses qui, pour moi, en fait, ça va paraître un défaut pour certaines personnes, ça je le sais, mais pour moi, ça renforce encore plus la torpeur et l'horreur que vit Antonina. Parce que, et puis, son personnage est complexe, c'est très complexe en fait même. Ce qui rend le film brillant, c'est qu'on a à la fois des trucs qui sont évidents, comme ça, pouf, ça se suit, on voit les trucs venir, mais quand même, derrière, on essaye de se demander ce qui se passe dans la tête de ces personnes. Notamment les deux principaux. Parce que, on va commencer par Tchaïkovski. Donc c'est un gars qui compose et tout, on connaît son génie. Hein. Il était déjà très reconnu à l'époque quand il rencontre Antonina. Et on le sent presque désolé de faire ce qu'il fait. Peut-être est-il poussé par son entourage aussi. C'est pas... À un moment, on voit le frangin, là. Enfin, je crois qu'il a des frères jumeaux et tout. Et un des deux, surtout, qui veut vraiment contrôler les choses. Et on sent qu'il fait ça presque par défaut, qui va laisser entrer cette femme dans sa vie, mais il ne peut pas en fait faire semblant. Et donc du coup il la jette, et après elle va revenir, mais
Demander un divorce à l'époque, c'est hyper compliqué. Elle refuse de mentir là-dessus, donc elle va rester mariée jusqu'au bout. Elle va devenir d'ailleurs, il y a une expression, c'est sa mère qui dit ça, une veuve d'un mari vivant. Comme sa mère l'a été. C'est terrible d'ailleurs, l'effet miroir. On va y revenir sur le miroir. Entre la maman, la matrioshka et sa fille, elle voit que sa fille fait la même erreur qu'elle, mais encore plus fort, parce que là, elle épouse un génie. C'est brutal, c'est très brutal. Il y a 2-3 scènes avec la mère comme ça, mais on comprend tout en fait. Et donc voilà, Tchaïkovski, il est là, et il a fait ce qu'il a fait, ce qui est pas glorieux, mais emporté par sa gloire et le génie et le fait que ce qu'il donne, c'est pour la Russie, c'est pour le monde, et donc tout ce qui peut être secondaire, même même sa femme va devoir être sacrifiée, mais lui-même, de toute façon, il n'est pas intéressé. Mais il ne peut pas vivre sa vie pleinement, il ne peut pas assumer ce qu'il est. Donc vous voyez, il y a ce mal-là, mais on est surtout centré sur cette douleur horrible d'une femme qui est partagée en fait. Enfin, elle n'est pas partagée, elle est absolument en pamoison devant cet homme. C'est une femme qui est fragilisée par cet amour, qui va sombrer à cause de cela, du système autour, et qui va s'accrocher, mais aussi à un moment essayer de se venger. Il y a cette dichotomie qui se fait à la fin, et elle ne va jamais pouvoir être elle-même, elle ne va jamais pouvoir vraiment faire ce qu'elle veut, comme ses personnages autour d'ailleurs, et la chute va être affreuse. Il y a des trucs glauquissimes sur la fin, d'ailleurs c'est là, plus on avance dans le film, plus on se rapproche de La fièvre de Petrov, dans le style, dans l'ambiance. Oui, on est fébrile à l'image de ces personnages, à un moment il y a son pseudo-avocat là, qui va être dans son intimité aussi. Ça devient sordide à la fin, et alors il y va à fond, hein, Serebrennikov, mais comme il allait à fond dans La fièvre de Petrov. Et comme il allait aussi à fond de toute façon dans l'errance de ces personnages-là, que ce soit dans Petrov ou Leto, même si Leto c'était un peu plus feel good, vous voyez. Et tu ressors de là brutalisé en fait par le propos, et tu te poses des questions, parce que la pauvre là, elle est à la fois faible, fragile, mais forte aussi, elle veut se battre, elle veut rester la femme de Tchaïkovski, elle le dit, c'est ça, hein, je suis la femme de Tchaïkovski, je le resterai. Mais elle se perd dans cette illusion-là, et sa quête d'y croire encore devient totalement illusoire. D'où la présence perpétuelle de miroirs dans le film, vous en avez partout. Parce que ce sont des personnages qui sont des reflets d'eux-mêmes, hein, qui ne sont jamais vraiment eux-mêmes, qui sont des apparences. Tchaïkovski est une apparence qu'il doit soigner. La femme de Tchaïkovski est transformée en apparence, et après, une fois qu'elle est désincarnée, elle est perdue, comme un fantôme en fait, hein, parce qu'elle n'est plus ce qu'elle doit être. Et puis la virtuosité de Serebrennikov derrière la caméra, en fait, elle est justifiée, même si c'est peut-être un peu too much par moment. Tous ces plans séquences, donc l'ouverture, les funérailles, où direct on a une illusion, le mort est là, mais il se réveille pour encore jeter sa femme une dernière fois. C'est bien brutal, on commence comme ça, pas de surprise après, d'autres plans de séquence, il y en a un qui est très fort, parce qu'il est elliptique, c'est un plan séquence qui va faire passer deux temporalités, un peu comme au théâtre d'ailleurs, parce que Serebrennikov il vient du théâtre, dans cette gare où elle attend, il s'en va, Piotr, elle attend, il reviendra jamais, hein, grosso modo. Hein. Avec là encore l'effet miroir derrière la vitre, enfin, on est constamment, les personnages sont plus donc à travers les illusions comme cela, et même les plans séquences renforcent cela, parce qu'on est vraiment dans une fausse réalité, ça se sent, c'est bizarre, déjà le côté elliptique de ces plans séquences, il y en a encore d'autres dans le film après. Il y a aussi cette scène terrible dans les toilettes, où elle va soi-disant revoir son mari, on ne sait plus trop si c'est vrai ou pas, hein, la deuxième partie du film, composé comme ça, avec deux miroirs là, et la caméra qui sait gérer ça. Puis à un moment, un terrible moment, enfin très fort aussi, plan séquence elliptique là, avec la mort de quelqu'un, mais avant, c'est très sordide, enfin, voilà. Puis la danse à la fin, parce que ouais, qu'on voit que la danse, c'est Serebrennikov aussi dans ce film. C'est un chorégraphe aussi dans son cinéma, même sur les mouvements de ses personnages, de ses acteurs-actrices, parce que dans La fièvre de Petrov, il y a ça, à un moment, chorégraphie un peu amoureuse, chorégraphie un peu de baston avec la femme de Petrov. C'est amusant, tiens, la femme de Petrov, parce que là aussi, la femme de Petrov, dans le film de La fièvre de Petrov, elle est un peu abandonnée par son mari. Mais il y a des échos comme ça qui sont, des échos miroirs. Et là, cette scène finale qui paraît totalement folle, mais on est dans le délirium total de ce personnage, Antonina, qui a perdu les pédales. Plus ça va, plus on avance, plus ces séquences sont bizarres, et plus elle a perdu les pédales. Donc ça commence presque classiquement, sauf la scène de funérailles au début, mais après, on a un petit moment de flottement classique quand même, avec une mise en scène bien chiadée. Il y a aussi une mouche qui revient, parce qu'elle revient de plus en plus.
Parce que c'est le pourrissement, en fait, de la vie, hein. Ça devient un fantôme, quoi, tout simplement, Antonina. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, et plus on avance vers la fin, et plus, plus c'est terrible. Terrible, terrible. Et puis bon, on peut aussi parler de la photographie qui est remarquable, parce qu'avec pas mal de bougies d'intérieur, des lumières d'époque, l'extérieur qui parfois va ramener de la lumière, mais des fois c'est très glauque. Et puis t'as vraiment l'impression que c'est tourné dans un studio de théâtre. Enfin, vraiment l'aspect théâtral est là, de A à Z, à part un plan, un moment extérieur de nature, quand elle va se reposer chez la sœur de Tchaïkovski, là, et qui finit sur un lac comme ça, où il y a l'effet miroir, où le ciel et le reflet se confondent, et à un moment aussi, il y a un plan retourné. Il y a la scène du mariage aussi qui est terrible, ouais, avec l'alliance qui a du mal à se mettre, hein, pour Tchaïkovski, puis son cierge qui s'éteint, ouais, ouais, on comprend l'idée, mais c'est très fort en fait, parce que ça renforce le malaise global, et on sait où on va, et on sait à quel point on va sonder les abîmes et les abysses de la pauvre Antonina. Et à la fin, on ressort de là un petit peu détruit comme elle, hein. Donc c'est un film qui est fort, qui mérite réflexion. C'est un des grands moments de cinéma de ce début d'année. Je ne sais pas où je le mettrai, mais c'est vraiment très très fort. Après voilà, je vais avoir un peu de recul ces prochains jours, voir si c'est peut-être un peu parfois trop ou pas, justement. Moi là, je suis plutôt dans le positif, là, vraiment, à 100% même, hein, mais je réfléchis encore sur 2-3 points, mais je vous propose quand même cette vidéo, comme ça, à chaud un peu. Et le film m'a un peu lessivé, mais ça fait du bien de commencer les vacances comme ça. Voilà, c'est percutant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du cinéma de Serebrennikov, hein, si vous n'avez pas apprécié, peut-être pour des raisons que j'ai évoquées, n'hésitez pas aussi à le dire, et si vous avez adoré, ben on en parle quand même, parce que c'est intéressant, confronter comme ça diverses opinions. Je vous dis à la prochaine, ciao.